compter de 2020, la réforme des concours d'accès à l'ENM sera effective, notamment pour les deuxième et troisième concours. Pour en parler, je suis avec Emmanuel Perreux et Émilie Lagrave. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les candidats au deuxième et troisième concours? Donc, il s'agit de personnes en reconversion professionnelle. Pour le deuxième concours, ce sont des fonctionnaires ou des agents de l'État qui peuvent justifier de 4 années d'activité dans le service public. Et pour le troisième concours, ce sont des personnes qui ont une expérience dans le secteur privé d'au moins 8 années. Le concours de l'ENM est connu pour être long et exigeant. L'objectif de cette réforme est-il de le rendre plus accessible aux professionnels en reconversion qui le préparent souvent en parallèle de leur activité professionnelle? Alors absolument. Jusqu'à présent, les deuxième et troisième concours étaient exactement identiques au premier concours qui est celui réservé aux étudiants. Nous avons eu une volonté très claire de différencier ces concours. Les épreuves écrites au stade de l'admissibilité sont vraiment tournées vers des cas pratiques. Il n'y a plus de composition juridique. Il y a un allègement des épreuves écrites au stade de l'admissibilité. Il y a également un allègement au stade de l'admission avec les épreuves orales. Concrètement, quelles sont les épreuves qui sont supprimées et pourquoi? On va peut-être aborder dans un premier temps les épreuves d'admissibilité. La nouveauté tient au fait qu'ils n'auront plus que 4 épreuves au lieu de 6 actuellement. En effet, si la note de synthèse qui était à l'admission passe à l'admissibilité, pour autant, ils vont être dispensés, si je puis dire, de l'épreuve de droit public au stade de l'admissibilité. Et également, il y a donc 2 épreuves de droit civil et de droit pénal qui sont supprimées. Et pour l'admission? Donc pour l'admission, c'est également donc un allègement du nombre d'épreuves, puisque désormais les candidats auront 3 épreuves obligatoires et une épreuve facultative. Du coup, ça fait une épreuve de moins, l'épreuve donc de droit international privé et de droit européen. Donc, par ailleurs, l'anglais n'est plus une matière obligatoire et donc ce sera une épreuve de langue facultative pour les deuxièmes et les troisièmes concours. Donc, ce qui ne change pas, c'est l'épreuve donc, de mise en situation et d'entretien avec le jury. C'est même une épreuve phare du concours d'accès à la magistrature. C'est un moment où le candidat rencontre le jury et où le jury se forge une conviction sur le profil du candidat. Cette épreuve, elle est adaptée puisque dorénavant, le jury aura entre les mains un dossier qui est un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui permet en fait au candidat de valoriser son expérience professionnelle et puis d'en discuter avec le jury de telle sorte qu'il y a véritablement un échange sur le parcours du candidat et sur ce que ce parcours peut apporter à la magistrature. Cette réforme est le fruit d'une réflexion engagée en 2016. Les compétences que vous souhaitez vérifier avec ce concours ont-elles évolué? Elles ont évolué parce que ce qu'on cherche véritablement, c'est à diversifier les profils. Bien sûr, on recherche des techniciens du droit qui ont des compétences fondamentales en matière juridique, mais pas seulement. On cherche des gens qui sont capables de raisonnement pour appliquer à des situations de la vie quotidienne leurs sciences juridiques. Il ne s'agit pas tant de bachoter, de réciter par cœur des connaissances, mais plutôt de les articuler autour d'un raisonnement. Et c'est vraiment ça l'attente du jury et c'est aussi l'attente de l'ENM. Cette évolution dans les compétences attendues des candidats, elle s'illustre par le rééquilibrage global des coefficients des épreuves d'admissibilité, puisque en fait, quand on regarde aujourd'hui, les épreuves, je dirais, de raisonnement ont des coefficients qui ont énormément augmenté. Actuellement, le cas pratique est donc sur un coefficient 1, il va passer à un coefficient 4. Donc on est bien à la fois dans la vérification des connaissances, mais aussi dans la vérification de la capacité à raisonner. Notamment dans l'épreuve de culture générale, on a prévu un petit sous-titre. Et ce sous-titre dit que la composition doit être une réflexion personnelle du candidat. En clair, excite les plans types. La durée des épreuves de cas pratique est donc augmentée d'1 heure pour permettre de venir vérifier ses capacités d'analyse et de réflexion personnelle. On a considéré que 2 heures, c'était sans doute un petit peu court. Enfin, le programme a évolué.
Quels choix ont été faits? Il s'agit de recentrer véritablement le travail des candidats sur les fondamentaux. Ce qu'on souhaite, c'est que les candidats maîtrisent parfaitement les fondamentaux des matières juridiques. Le droit des contrats, le droit des obligations a été vraiment introduit. En revanche, des choses peut-être plus techniques, moins fondamentales, ont été supprimées de ce programme. Et puis le programme a été également actualisé par rapport aux nouvelles lois? Oui, parfaitement. Il était indispensable de tenir compte des évolutions législatives depuis 2008, date du dernier arrêté qui définissait les programmes. Donc ont été introduites des nouveautés, comme les modes amiables de règlement des différends pour parler de procédure civile, ou alors en droit pénal, par exemple, le terrorisme, l'association de malfaiteurs ou encore le trafic d'influence. Et une dimension plus européenne? Absolument, c'était vraiment un choix assumé d'introduire du droit européen, notamment des droits de l'homme, dans les programmes de droit civil et procédure civile, la même chose au pénal. Emmanuelle Perreux, Émilie Lagrave, je vous remercie.